Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter aujourd'hui un cours d'enzymologie sur la catalyse covalente. C'est un terme que l'on utilise surtout en biologie, enzymologie et biochimie. C'est pour bien montrer la notion essentielle d'une liaison forte covalente entre l'enzyme et le substrat. Exemple de la décarboxylation de l'acétoacétate en acétone. Réaction décrite selon un schéma réactionnel classique sans catalyseur. Se fait en deux étapes, réaction de bêta-élimination permet d'éliminer le carbonyle, permet la formation d'un énolate sans catalyse et hyper lente et complexe. Normal, un catalyseur, ça permet accélérer la réaction sans pour autant être figuré dans la réaction chimique. Première étape très lente donc. On est à nouveau avec un équilibre énolate instable, immédiatement énol se réarrange pour faire une cétone. Rebasculement, formation d'une double liaison, puis CHR, donc un corps méthylé quoi. Physiologiquement, il y a une enzyme qui va intervenir, l'acétoacétate décarboxylase, l'AAD. On a l'enzyme AAD favorisée en conditions acides. On a une attaque à la première double liaison, c'est double liaison O. On a une attaque nucléophile. On a une attaque nucléophile, donc par un noyau attirance par un noyau, pardon. C'est pour ça qu'on parle de catalyse covalente, puisque on peut observer qu'il y a une formation d'une liaison covalente avec le carbone et l'azote de la fonction amine NH2. L'enzyme et le substrat vont être associés par une liaison forte. À la fin de cette première étape, on a la formation C double liaison N+, toujours covalente entre l'enzyme et le substrat. Ce qui se forme, c'est quelque chose d'universel dans les enzymes. C'est ce qu'on appelle une mine ou une base de chiffres. Cercle rouge, première étape. Une base de chiffres polarise une liaison C double liaison N, elle-même chargée positivement. On va alors avoir une décarboxylation. À ce stade, la décarboxylation
se fait très facilement. On reforme une base de chiffres à un certain stade, la dernière étape en présence de la molécule OH-. Donc, en somme, un corps hydroxyle de la molécule d'eau formée. Et il y a rupture extrêmement facile entre le carbone et l'azote qui va remplacer excusez-moi pour la pause. Il y a plusieurs étapes que l'on voit avec une liaison covalente entre l'enzyme et le substrat. Les hydrures H- pour ceux qui ne se rappellent pas tout à fait de la chose, réagissent spécifiquement avec une base de shift. On a une réduction. On va alors frapper sous la forme au départ CH3, CH, CH2. Il y a toujours le carboxyle et le RNH2. Dans cette position-là, ça ne peut plus évoluer. Inactivation de l'enzyme. Voilà un exemple de liaison covalente. Les principaux acides aminés impliqués dans la catalyse covalente: aspartate, glutamate sous forme CO-, aussi la sérine. Il y a un critère extrêmement important, critère de micro-environnement, dans le site actif de l'enzyme. L'acide aminé, que l'on appelle sérine, a la neutralité. Sa fonction alcool est OH, condition classique. Ce qu'on observera dans le site actif de la trypsine, c'est que la fonction alcool OH déprotonera, sera déprotonée. Par quoi? Je ne sais pas. Ça sera la forme au moins qui sera nucléophile. Donc, en somme, nucléophile, vous avez compris, qui recherche un noyau. En l'occurrence, un H+ dans le cas présent. On forme une liaison covalente forte entre l'enzyme et le substrat, mais il faudra bien libérer l'enzyme pour qu'il se réentame un nouveau cycle catalytique. Après la catalyse covalente, on va parler de catalyse métallique, donc avec un ion métallique. Un tiers des enzymes qui ont besoin d'ions métalliques pour être actives. Cette notion de métallodépendance, c'est probablement beaucoup plus.
Certaines enzymes nécessitent la présence d'ions métalliques, comme je viens de le dire, comme l'anhydrase carbonique qui a besoin de Zn de plus pour réaliser la réaction entre H2O, l'eau commune, et le CO2 afin de donner de l'hydrogénocarbonate. Les deux sont métallodépendants. Il y a métallodépendance et des enzymes qui dépendent des ions apportés par le milieu. On a des ions métalliques qui font partie intégrante de la structure de l'enzyme. On va cristalliser l'enzyme et son métal. On ne dissocie pas les ions métalliques du reste de l'enzyme. Donc, ions intrinsèques. À côté de ces ions intrinsèques, il y a des enzymes métallodépendantes pour leur activité. L'importance de ces ions dans la catalyse, les ions métalliques permettent de participer à la fonction du substrat, fixation du substrat, permettent son orientation. Ça joue un rôle à la fois dans la fixation de substrat, tout ça sont des choses qui ont lieu simultanément. Aide de fixation, stabilisation des charges. Comme il y a un fort potentiel, on va stabiliser et repolariser. On dit que les ions métalliques, on les compare à des protons. Un ion H+, les protons, on les assimile aux acides de Lewis. On parle alors pour les ions métalliques, cette fois non pas de catalyse nucléophile, mais on a au départ ce qu'on appelle catalyse électrophile. Cette fois, on considère que les ions métalliques sont des superprotons, des superacides de Lewis. Si on se met à la neutralité pH 7, donc il y a 10 exposant 7 molaires de protons dans le milieu. Parce que, rappelez-vous, pH égale 10 moins 10 puissance log de décimale de 10 fois peu importe. En conditions physiologiques, l'intégralité des ions classiques sont dans des concentrations du millimolaire. Donc, c'est variable, mais en gros, on a disponible des concentrations en ions métalliques 1000 fois plus dans les concentrations. Donc, très fort réservoir apporté par les ions métalliques. Donc, catalyse remarquablement efficace. On revient à un autre exemple.
Le fait d'avoir un autre ion métallique, on polarise vers l'oxygène. Donc on va avoir des charges négatives localement. La polarisation positive sur le carbone, c'est strictement la présence de l'ion métallique. Exemple, anhydrase carbonique, dont je vous ai cité tout à l'heure. Quand on regarde la situation, quand on zoome sur le site actif de l'enzyme, on a un enzyme dans le site actif. Il fait plusieurs liaisons avec, il va s'associer à une molécule d'eau, mais aussi à 3 molécules d'histidine. C'est lui par la catalyse électrophile d'activer le OH de la molécule d'eau. Schéma du site actif à plat. On aura aussi des réactions avec les sites actifs de l'enzyme. GLU 106 et 117. La molécule d'eau est coincée entre le zinc et la glutamine à l'image de l'écartèlement. Elle va ainsi s'ioniser. L'apport essentiel est dû au zinc par sa catalyse métallique. C'est une molécule d'eau différente à chaque étape qui est apportée. La catalyse acido-basique est le seul type de catalyse qui se suffit à elle-même. À côté, on pourra trouver de la catalyse covalente et ou de la catalyse métallique. Le seul mécanisme catalytique qui existe, c'est la catalyse acido-basique. Effet électrostatique. Ils vont moduler la catalyse enzymatique. C'est un point extrêmement important. Le fait qu'il y ait plus d'eau dans le milieu va modifier les interactions faibles et les interactions électrostatiques entre le site actif et le substrat. Les interactions faibles associées à la déshydratation partielle expliquent en partie la baisse de l'état énergétique de transition. Elle modifie la réactivité chimique des acides aminés en fonction de leur proximité avec des molécules d'eau. On aura des acides aminés à l'intérieur du site actif qui ont des pKa en chaîne latérale qui pourront être baissés jusqu'à plusieurs unités de pH. Enfin, les effets électrostatiques sont complémentaires et sont d'un phénomène proche de liaison bivalente. Les ions jouent un rôle essentiel au niveau de la liaison enzyme-substrat. Une de ces conséquences
de modif du micro-environnement est une modif des charges temporaires dans le site actif, effet de proximité et d'orientation. Orientation. L'orientation est favorisée en particulier par des charges apportées par des charges comme les ions bivalents. En général, lors des substitutions de type SM2. Proximité importante dans les réactions bimoléculaires. L'enzyme joue le rôle d'une menotte pour attacher les deux poignées. On va aussi diminuer l'entropie entre les deux molécules. On est restreint avec des menottes. Moins de degrés de liberté rotationnelle et translationnelle. Pour comprendre l'effet d'orientation au niveau de l'enzyme, on va s'appuyer sur une réaction chimique. En effet, cela a été modélisé par un ester plus un ion acide carboxylique en absence d'eau. On va former un anhydride. On a donc ester A et acide B et la réaction qui permet de former l'anhydride. La vitesse de la réaction est celle d'une réaction classique. Elle est égale à 1. Ils sont totalement libres. C'est le contrôle. Mais si on ajoute un lien à carbone entre l'ester et le carboxylate, on a de la formation de l'anhydride se produit alors 1000 fois plus vite. Avec 2 CH2 en plus, on a 1 ddn d'entropie, 1 degré de liberté d'entropie rotationnelle. On accélère la réaction d'environ 200 fois plus, Et si on bloque la liberté conformationnelle par un pontage, on voit l'ester et le carboxylite, son voisin. Une fois ce dernier niveau de liberté retiré, on a encore une accélération d'environ 250 fois par rapport au dernier niveau de liberté. Les effets d'orientation ont vraiment un rôle considérable dans la catalyse. Exemple, on a une réaction accélérée par rapport à la réaction spontanée 4 milliards de fois. En physiopathologie, au niveau neurologique, on peut avoir des mutations et par exemple sur la trieuse isomérase, on dit souvent conservation génétique, glutamate muté avec un aspartate CH2 en moins. On obtient une enzyme qui ne peut pas plus alimenter
augmenter le cycle de Krebs via la pyruvate et c'est aussi vital pour la respiration puisqu'elles iront aussi sur la chaîne d'oxydoréduction. Quand on ne peut plus catalyser la réaction au niveau des neurones du cerveau, on aura un dysfonctionnement de la thiophosphate isomérase. Pour rappel, la thiophosphate isomérase, c'est au niveau... alors, vous avez glucose, glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-diphosphate et je crois que par la suite il y a DHAP, dihydroxyacétone-phosphate ou triose ou le G3P, glucose glycéraldéhyde 3-phosphate et que en fait c'est l'enzyme qui unit les deux. Va à vérifier qui se replie mal et on accumule la molécule hypertoxique méthylglyoxal, souvent mort avant le stade neurodégénératif. Le mécanisme formel de H qui passe du carbone 1 sur le carbone 2, modifiant la fonction, on passe encore sur un système N-diol, donc HCN-diol, instable. Ceci est assez proche de la RNase, donc une enzyme qui catalyse les réactions avec l'ARN. On a attaqué par une base qui récupère le proton au niveau de la fonction alcool et la double liaison s'ouvre au niveau de l'acétone, ce qui est facilité par la présence d'un acide qui donne son proton, l'acido-basique classique. Ensuite, on a un effet aller-retour. La base récupère son proton, effet bascule, reformation de l'aldéhyde, encore favorisé par le doublet électronique de l'N, une insaturation carbone-carbone qui va récupérer l'hydrogène et qui était alors porté par l'acide BH qui redevient base B. On aura déplacé deux protons d'un carbone sur le carbone adjacent avec un système stable. Du mécanisme. Au début du mécanisme catalytique, au niveau du site actif, base glutamate et acide histidine 95. Le carbone oxylate, attaque et récupère le proton H. La double liaison bascule et tout est favorisé par l'histidine sous sa forme imidazolione qui fournira son proton
on a formation de N-diol. La base est devenue acide glutamique et l'histidine lipide est redevenue la forme de base. Tout cela est synergique. La formation d'aldéhyde, le doublet électronique qui redonne son hydrogène sur l'acide glutamique qui redevient glutamate. Les deux H des hydrogènes du carbone 1 sont passés sur le carbone 2. C'est exclusivement acido-basique. Il n'y a pas d'étape de liaison covalente entre l'enzyme et le substrat. Quand on fait une mutation glutamate-aspartate, problème considérable sur l'enzyme, agrégat et accumulation de molécules toxiques pour les neurones, conduisant à la mort, déjà dit précédemment. Indépendamment de l'accès toxique, le mécanisme implique un glutamate 165. On a un mutant ponctuel de la triose phosphate isomérase, dont on a remplacé son glutamate 165. On a raccourci d'un CH2 d'un angstrom en somme. C'est conservatif. Si on regarde en cinétique, on diminue la vitesse de près de 10 000 fois, ce qui est très conséquent. La conservation de fonctionnalité implique que l'on a plus la même position. Le cisène-diol correspond à un état de transition isolé. C'est la seule possibilité mécanistique pour passer de l'un à l'autre. Quand on veut valider le plus mécanistique, on a dit qu'il y avait un N-diol intermédiaire. On doit synthétiser des molécules qui miment l'état de transition, analogue de l'état de transition. On mime ce qui s'impose être la structure du substrat quand on a atteint la barrière énergétique. Ceci est théorisé. Les analogues de l'état de transition sont bien des molécules stables. La structure est stable. Un phosphoglycohydroxamate, c'est une molécule stable. C'est la structure à l'état de repos. On a synthétisé cette molécule car elle semble être la plus proche spécialement. L'état de transition et de repos est très stable. L'analogue de l'état de transition signifie que l'état
de transition supposé implique son positionnement dans le complexe actif avec compétition contre le substrat. Ils sont en fait des inhibiteurs compétitifs, en général tous réversibles. Une enzyme donnée, le lysozyme, c'est une enzyme ayant des propriétés bactériostatiques qui coupe les parois bactériennes au niveau des motifs alternes NAG, NAM. Ça coupe aussi très bien la chitine dans l'exosquelette des crustacés, mais aussi de beaucoup d'insectes. Elle coupe de manière réversible au niveau des zones répétées. 129 acides aminés seulement, 195 kilodalton. Donc, petite enzyme, structure 3D, eulysulfate, feuille bêta. C'est une des toutes premières enzymes dont on a obtenu la structure 3D. Ce qui est très intéressant, c'est que ça coupe les structures répétées NAG-NAM, NAM-NAM. Si on met NAG-NAG, on voulait voir la vitesse de la réaction. On a pris NAG2 pour avoir NAG-NAG. Depuis tout à l'heure, je vous dis NAG-NAM et enfin bref, il faut savoir que la NAM, c'est N-acétylmurine et le NAG, c'est N-acétylglucosamide. C'était le petit ajout inutile peut-être, mais bon, au cas où. On a en fait des K4 et Barkhem très faibles, voire inexistants. Peut-on parler de clivage? On peut le détecter, mais c'est très faible. C'est ce qu'on sait. Dès qu'on passe à NAG5, ou NAG6, on a des K4 catalytiques. Pas extraordinaire, mais accéléré quand même. De 10 exposant 6, 10 puissance ou 10 exposant 6. Donc 1 million, si vous comptez bien, par rapport à NAG2. À partir du moment où l'on a NAG6 cinétique, on a la même vitesse de clivage que dans un substrat naturel, paroi bactérienne ou paroi d'insectes avec de la chitine. Hydrolyse plus lente, E plus S donne ES, donc E sachant que E c'est l'enzyme, S le substrat, ES le complexe enzyme-substrat. On détermine Km et si K4 vaut 0, Km devient K, donc se comporte en inhibiteur compétitif. Certains ont étudié la position du NAG-NAM dans les lysozymes.
On a beaucoup de protéines antibactériennes dans le blanc d'œuf, d'où le peu d'infections chez eux. Quand on regarde les énergies libres pour que ça se positionne bien dans le site actif, il faut 6 motifs sucrés et parmi eux, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a toujours une énergie libre négative, donc favorable à la fixation, si positive, défavorable naturellement. L'énergie est favorable pour que les 6 résidus interagissent dans le site actif. L'énergie libre est en fait défavorable. Donc on a une contrainte sur le sucre en position, mais sans la contrainte, il n'y a pas de catalyse au niveau du positionnement des sucres dans le site actif du lysosome. Les sites actifs sont sous forme chaise, donc bateau défavorable. Or, dans le site actif de l'enzyme en position D, le sucre va se mettre dans une forme thermodynamiquement défavorable. Contrainte considérable au niveau du site avec structure demi-chaise. On a une très forte torsion due à l'alignement des atomes, ce qui implique la rupture et donc le clivage entre D et E, permis grâce au sucre en position D qui se contorsionne pour aller dans le site actif. Les 6 résidus se mettent dans le site actif en position demi-chaise en dépliant le site actif de l'enzyme Certains ont étudié la position du NAGNAM dans les lysozymes. On a beaucoup de protéines antibactériennes dans le blanc d'œuf. Alors, attendez. On a beaucoup de molécules antibactériennes dans le blanc d'œuf. On a beaucoup de molécules antibactériennes dans le blanc d'œuf, d'où le peu d'infections chez eux. Quand on regarde les énergies libres, pour que ça se positionne bien dans le site actif, il faut 6 motifs sucrés. Et parmi eux, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a toujours une énergie libre négative, donc favorable à la fixation. Si positive, défavorable. L'énergie est favorable pour que les 6 résidus interagissent dans le site actif. L'énergie libre est en fait défavorable.
Donc, on a une contrainte sur le sucre en position, mais sans la contrainte, il n'y a pas catalyse. Au niveau du positionnement des sucres, dans le site actif du lysosome, les sites actifs sont sous forme chaise, bateau étant défavorable. Or, dans le site actif de l'enzyme, en position D, le sucre va se mettre dans une forme thermodynamiquement défavorable, contrainte considérable au niveau du site avec structure demi-chaise. On a une très forte torsion due à l'alignement des atomes, ce qui implique la rupture et donc le clivage entre D et E permis grâce au sucre en position D qui se contorsionne pour aller dans le site actif. Les 6 résidus se mettent dans le site actif en position demi-chaise. En dépliant le site actif de l'enzyme du lysosine, on a ABCD et EF. L'enzyme va couper entre D et E 4 et 5. ABCEG sous forme chaise et D sous forme demi-chaise. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Par exemple, aspartate 52 à pK normal, donc la courbe de lysosine entre pH 4 et pH 8, l'acide aspartique sera sous la forme sous sa forme déprotoné CO au moins. Systématiquement, le glutamate 35 aura un micro-environnement qui va changer. Le pK sera totalement modifié et sera aux alentours de 7. Donc le glu35 a un pK à la neutralité, ce qui implique dans la gamme d'activité que le glu35 sera sous sa forme COH, donc c'est bien un acide qui peut donner un proton. On a un oxygène à de la liaison carbone CO. L'oxygène va capter un proton fourni par le COH de l'acide glutamique et ceci permet la rupture entre carbone et oxygène. Cette rupture implique le départ du sucre E et on forme un hydroxyle. Pendant ce temps, au niveau du sucre en portion D, il possédera une charge positive, donc sera sous la forme d'un carbocation et cette formation de l'oxonium n'est rendue possible que grâce à la demi-chaise. On a une stabilisation partielle de l'état de transition. Cela ressemble à une catalyse
de type électrostatique. Dans le second schéma, à droite, s'il y a hydrolyse, il y a une molécule d'eau. On a vraiment une importance considérable du micro-environnement dans la catalyse enzymatique. Transition state analogues mimic a transition state and bind more tightly than straight. Ensuite, donc, encore le même aspe 102, acide aspartique 102 est indispensable car simulté ASN en ASN. Il n'y a plus de réaction, mais pas de rôle essentiel dans la position. On ne parlera pas d'oxanion. On ne parlera pas de trop oxanion. Bien, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.